Le ton monte entre la France et Israël, dont le ministre de la Défense a traité nos casques bleus au Liban de pires salauds. La famine à Haïti, une catastrophe naturelle, peut être également un moyen de gouvernement. Le dollar tombe de haut sur l'intervention des banques centrales, 4% de baisse aujourd'hui à Paris. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 48 heures après la visite en France du chef de la diplomatie israélienne, M. Shamir, le climat s'est brusquement détérioré entre Paris et Jérusalem. Le ministre de la Défense d'Israël, M. Rabin, s'en est pris aux casques bleus français du Sud-Liban en disant tout simplement qu'ils étaient les pires salauds. Réponse immédiate à Paris de Roland Dumas, qui juge ces accusations indignes et injustifiées et qui aussitôt a convoqué l'ambassadeur d'Israël à Paris pour lui demander des explications. À l'origine de tout cela, le mouvement de repli de l'armée israélienne au Sud-Liban, un repli qu'elle accompagne d'opérations de ratissage de plus en plus dures, et les casques bleus français ont été témoins de certaines de ces opérations. Ils se sont même accrochés avec des militaires israéliens. Joël Hazard. Ces images de la zone d'occupation israélienne sont probablement les dernières, tournées librement. Depuis aujourd'hui, les autorités israéliennes interdisent aux journalistes de se rendre dans cette partie du Liban, sinon en venant d'Israël et sous escorte de l'armée israélienne. Hier, ce village chiite près de Tyr a été nettoyé, comme d'autres depuis 10 jours à l'est du littoral et de Nabatieh. Les bulldozers de l'armée israélienne ont défoncé ces voitures censées appartenir à des terroristes chiites. La maison d'un suspect a été dynamitée. Ces opérations de ratissage auraient fait plus d'une quinzaine de morts et une cinquantaine de blessés dans la région. Loin de dissuader, elle attise la haine des chiites. Cette villageoise qui vient de perdre son fiancé crie « Je suis la femme du martyr, ne croyez pas qu'il soit mort, nous sommes tous prêts à mourir pour le Sud ». L'armée israélienne mène sa répression anti-guérilla dans des villages qui sont depuis 1978 sous la protection des casques bleus des Nations Unies. Les soldats israéliens doivent donc forcer les barrages de la finule. Les casques bleus français se sont accrochés avec les forces de Tsahal à plusieurs reprises. L'incident le plus grave remonte au 14 février. Les Français se sont battus à coups de poing avec des soldats israéliens qui détruisaient au bulldozer la maison de villageois chiites. La mission actuelle des casques bleus est en effet de servir de force tampon et surtout de protéger les populations civiles. Les 1350 soldats français ont pris leur rôle à cœur et s'ils sont souvent impuissants face aux mesures prises par Tsahal dans ces opérations coup de poing, ils n'en demeurent pas moins des témoins encombrants. En Lorraine, la région de Forbach continue de pleurer ses morts et en même temps on s'interroge toujours sur les conditions de sécurité dans les mines. 3 syndicats des houillères, la CFTC, la CFDT et la CGT, ont lancé un mot d'ordre de grève de 24 heures pour lundi. Les victimes de la catastrophe du puits Saint-Simon seront inhumées après-demain à Forbach, où une grande partie de la population a commencé de défiler aujourd'hui dans la chapelle ardente où les cercueils ont été rassemblés. Gérard Passon. À la maison paroissiale de Stirin-Vendel, à la maison d'œuvre comme on l'appelle ici, la population de tout le bassin minier rend hommage depuis ce matin aux 22 morts du puits Simon. Leurs obsèques auront lieu vendredi matin. Des ministres des cultes catholiques, protestants, musulmans et israélites concélébreront la cérémonie religieuse. Monseigneur Schmitt, l'évêque de Metz, est venu transmettre aux familles des victimes le message adressé aujourd'hui par Jean-Paul II. Dans la pénombre de la chapelle ardente brillent les lampes du piquet d'honneur, une dizaine de mineurs du puits Simon qui resteront jusqu'au bout auprès de leurs camarades. Bon résultat pour les prix de janvier, plus 0,5%. Traditionnellement, l'indice de janvier est l'un des plus mauvais de l'année car il prend en compte de nombreux relèvements de tarifs qui interviennent au début de l'année. Cette fois, on a fait mieux qu'en 84, c'était 0,7% et beaucoup mieux qu'en 83, 0,9%. Si l'on fait la moyenne des 12 derniers mois, on en est à 6,5% de hausse des prix. Attentat la nuit dernière à Toulouse contre le Palais des Congrès où Jean-Marie Le Pen doit tenir un meeting la semaine prochaine. Un engin explosif déposé sur un balcon du bâtiment a fait quelques dégâts matériels mais pas de victimes. 2 correspondants anonymes se réclamant d'un groupe inconnu ont revendiqué cet attentat. Hubert Coudurier. Ce n'est pas la première fois qu'un attentat vise la venue de Jean-Marie Le Pen à Toulouse. Cela s'était déjà produit en juin dernier, pendant la campagne des Européennes. Toulouse est un lieu privilégié du terrorisme, en conclut le leader du Front National, qui continue à ne laisser personne indifférent.
À droite, Jean-Claude Gaudin, président du groupe UDF à l'Assemblée, déclare qu'UDF et RPR n'ont pas le monopole de l'opposition. Il appelle à des retraits en faveur du Front National, dans le cas où la gauche risque de l'emporter. Son de cloche bien dissonant chez Bernard Stasi dans l'événement. Pour le député UDF de la Marne, l'opposition doit se démarquer vigoureusement de Jean-Marie Le Pen. À gauche, le premier secrétaire du Parti socialiste, Lionel Jospin, ne voit pas de différence entre RPR et Front National sur la Nouvelle-Calédonie. Et selon le porte-parole du PS, Jacques Chirac fait le lit de l'extrême droite, une réponse aux propos du président du RPR, accusant François Mitterrand de s'être prostitué avec les communistes. Quant au secrétaire général du PC, il date la poussée de l'extrême droite à la politique de rigueur. Si pour Chirac, Le Pen est un fils de Mitterrand, pour Marché, c'est un enfant de la crise. Les viticulteurs français plutôt satisfaits de l'accord conclu hier soir à Bruxelles entre les 10, un accord qui prévoit la distillation obligatoire des excédents de vin. La FNSEA en revanche se montre sceptique sur les garanties obtenues et un autre accord conclu à propos du lait semble satisfaire le CNJA de Normandie. Autant de raisons de réjouir Michel Rocard, le ministre de l'Agriculture, pour qui l'accord d'hier soir est un succès considérable, d'autant plus qu'on ne s'attendait pas à ce que les 10 parviennent aussi rapidement à une solution. Pierre Babet. La vigne respire. Ce qui a été signé cette nuit à Bruxelles va permettre d'aborder plus facilement deux dossiers difficiles, les prix 85 et l'adhésion de l'Espagne. Outre une aide spéciale à la Grèce, le contenu de l'accord tient en 2 points. Distillation obligatoire à bas niveau de prix et incitation à l'arrachage du vignoble, disions, médiocre. Ce qui est certain, c'est que la décision d'assainir le marché viticole en distillant de manière obligatoire tout ce qui est excédentaire, pour que le niveau des prix du marché remonte et devienne rémunérateur, ce qu'il n'est pas aujourd'hui, est maintenant la politique de la communauté. Et c'est très important, le monde de la profession le souhaitait beaucoup. Dans les caves coopératives du Midi viticole, on est plutôt satisfait. Ces caves assurent 70% de la production de vin de table. Ce sont elles qui piloteront l'arrachage du vignoble. Mais dans ce domaine, c'est comme pour le désarmement. Tout réside dans le contrôle du potentiel adverse. Les contrôles. Et les contrôles, ce sont les arrachages et les plantations et les volumes de vin. L'Italie n'a pas de cadastre, n'a pas de moyens de contrôle. Pouvoir faire un assainissement du marché sans avoir les contrôles structurels sur le terrain, c'est impensable. Il faudra bien arriver un jour à leur imposer. Décidément, les ministres de l'Agriculture ont bien travaillé la nuit dernière. L'assouplissement du régime des quotas laitiers satisfait plutôt les producteurs. Et dans ce cas, c'est la Commission elle-même qui a lâché du lest. Disons qu'on considère que c'est une bonne décision, mais ce n'est pas une surprise pour nous, puisque déjà depuis plusieurs mois on l'avait demandé, et que déjà le Conseil des ministres s'était prononcé favorablement. Seule la Commission bloquait. Or la Commission a évolué dans ses positions au début de l'année, ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à cette conclusion qui pour nous n'est qu'une évolution normale d'un processus déjà enclenché depuis quelques mois. Le Comité français contre la faim, qui depuis 25 ans réunit des fonds pour aider les pays pauvres à vaincre la famine, vient de lancer une nouvelle campagne sur le thème « Donnez-lui de l'eau, il fera le reste ». Le comité voudrait financer une centaine de projets d'aménagement de puits en Afrique, en Asie et en Amérique latine, car la famine sévit tout autour du monde. Hélène Rizacher nous en montre un exemple que l'on cite rarement, celui d'Haïti. Haïti au milieu des Caraïbes. Haïti, 5 millions d'habitants, dont 75% d'analphabètes. Haïti, la plus forte mortalité de toute l'Amérique latine. Ici, le problème de l'eau est crucial. Elle manque cruellement en période de sécheresse. Elle détruit tout lorsqu'elle arrive avec les cyclones. Trop souvent, elle est polluée. Et puis, à Pétionville, c'est là que l'on trouve le plus grand nombre de millionnaires au kilomètre carré. Ailleurs, 75% de la population mange trop souvent 3 fois par semaine seulement, et c'est cela que doivent aider les médecins. Lorsqu'on a amené l'eau dans le village, c'est l'euphorie, tout le monde est content. Ça empêche aux bonnes femmes de parcourir des vingtaines de kilomètres par jour, etc. Ça permet l'arrosage des terres, ça empêche certaines maladies. De toute façon, c'est un bon point, un point positif dans ce sens-là. À chaque captage, on essaie de mettre sur pied un comité. Je crois que ceci a donné pas mal de bons résultats. Car vous savez que le comité français contre la faim ne va pas rester définitivement en Haïti. Il faut avoir la survie, la suite de l'action quand même
Donc, cette comité-là, en quelque sorte, est en train d'assurer la transition. Ce médecin ne fait pas de politique, il est médecin. Dans une semaine, il retourne au pays apporter l'eau. Pourtant, devant ces images de boat people haïtiens, nous ne pouvons pas nous en tenir là. 1 million d'Haïtiens a fui à l'étranger. Beaucoup ont trouvé la mort. Ils ont fui le régime de Jean-Claude Duvalier, président à vie marié à la richissime Michèle Bennett. Car la faim à Haïti est aussi un fait politique. Elle entre dans la logique de ce pouvoir de l'argent. Je crois qu'il faut que cette équipe parte. Et alors après? Et après, je dirais que ce n'est pas suffisant. C'est la première condition. Ce n'est pas suffisant. Cette équipe, il faut que cette équipe parte, mais bien sûr, il faut qu'il soit remplacé par une autre équipe porteuse d'un projet de société accepté par l'ensemble ou encore par la majorité de la population haïtienne. On doit avoir un projet de société capable de garantir l'alimentation de la population locale, l'alimentation du peuple haïtien. Et après, on verra bien, parce qu'il faut aussi un peu de démocratie dans ce pays. Il faut qu'on traite ce peuple comme un peuple adulte. Il faut le consulter. Et tout le problème est là. Disons 2 axes. Alimentation d'une part, et d'autre part, participation et démocratie. L'opposition légale aujourd'hui a dû entrer dans la clandestinité. L'Église catholique à son tour monte au créneau. À son appel le 2 février dernier, 100 000 personnes ont manifesté à Port-au-Prince contre la famine, contre la dictature et pour la démocratie. Un événement en 27 ans de régime Duvalier. La résistance reprend espoir, mais tant que cette fausse république soutenue par les États-Unis maintiendra son président à vie, on peut douter du prochain avènement de la démocratie à Haïti. Qu'ont-ils bien pu se dire pendant 2 heures? Andrei Gromyko, le chef de la diplomatie soviétique qui poursuit son voyage en Italie, a longuement rencontré le pape ce matin. Il ne s'était pas vu depuis 1979 et depuis lors le climat s'est beaucoup tendu entre Moscou et le Saint-Siège. Cependant, rien n'a filtré de ces contentieux dans le communiqué officiel du Vatican qui précise toutefois que le pape a évoqué le sort des catholiques du RSS. Tout le monde a remarqué en tout cas que la visite était bien plus qu'une simple rencontre protocolaire et qu'elle ressemblait davantage à une séance de négociation à laquelle participaient des 2 côtés des délégations très nombreuses. Klaus Barbie n'a pas été empoisonné dans sa prison. L'administration de la prison Saint-Joseph de Lyon, où il est enfermé depuis 2 ans, confirme qu'on lui a administré par erreur un produit toxique à la place d'un médicament, mais cela n'aura pas de conséquences sur sa santé. Cela dit, son avocat, Maître Vergès, et sa fille, qui lui rendaient visite aujourd'hui, ont protesté contre ces conditions de détention. Dans le même temps, à Paris, une centaine de personnes manifestaient aujourd'hui pour réclamer l'arrestation d'un autre criminel nazi qui court toujours, celui-là, Joseph Mengele, l'un des tortionnaires d'Auschwitz, qui, semble-t-il, se cache au Paraguay. Un groupe d'Américains vient du reste de réunir $1 million. Il les offre à toute personne qui pourrait parvenir à retrouver Mengele. Marc Mémon. Nous descendions de ces wagons à bestiaux et nous nous trouvions parmi des milliers d'autres. C'étaient des médecins qui faisaient la sélection. Nous nous trouvions face au docteur Mengele. À l'époque, j'ignorais qu'il s'appelait le docteur Mengele. D'un signe du pouce, il nous dirigeait soit à droite, soit à gauche. À droite, on avait la vie sauve. Les enfants. Son premier souci était d'éliminer les enfants. Ils étaient éliminés dès leur arrivée. Joseph Mengele, c'est lui. Médecin-chef spécialisé au camp de la mort d'Auschwitz dans la sélection des femmes et des enfants, il avait commencé sa sinistre carrière avant la guerre à Francfort à l'Institut de pureté raciale. Tout un programme. L'objet de ses recherches, donner une dimension scientifique aux théories racistes des nazis selon lesquelles les juifs constituaient une race inférieure par opposition aux Aryens, la race pure, celle des Allemands aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Joseph Mengele, c'était l'horreur, les jumeaux, sa grande spécialité. Il s'exclamait de joie lorsqu'à la descente des trains, il en reconnaissait. Tous les jumeaux étaient rassemblés au bloc C du camp d'Auschwitz pour être livrés aux expériences de Mengele. Il procédait à des dissections sur ses victimes encore vivantes. Cette femme, qui témoignait il y a quelques jours à Jérusalem lors d'une réunion de rescapés des camps de la mort, raconte comment Mengele menait ses expériences. Janvier 1945, les troupes soviétiques libèrent Auschwitz, Mengele fuit.
Après un bref séjour dans sa ville d'origine, il gagne l'Argentine, mais il se sent menacé. Il s'installe alors au Paraguay, c'est un pays plus sûr, où il sait qu'il peut bénéficier de l'appui du chef de l'État, Alfredo Stroessner, lui-même d'origine allemande et qui ne cache pas ses sympathies pro-nazis. Il obtient même la nationalité paraguayenne, ce qui le protège d'une éventuelle extradition. Pourquoi les enfants portent-ils le nom de leur père? Cette question, agitée depuis des années par les féministes, n'a jamais trouvé de réponse bien satisfaisante. Plusieurs projets de loi ont été élaborés sans jamais aboutir. Pourtant, un sondage qui date de quelques années montrait que près de la moitié des Français seraient favorables à ce que les enfants puissent choisir entre le nom de leur père et celui de leur mère. Yvette Roudy s'attaque à son tour à ce problème. Anne Rongère. Acte 1. Monsieur Martin épouse Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois devient Madame Martin. Normal, direz-vous. Pourtant, aucun texte, aucune loi n'oblige la femme mariée à porter le nom de son mari. Simple question d'habitude. Acte 2. Monsieur et Madame Martin, nés Dubois, ont un enfant. Il s'appellera Martin. Et pourquoi pas Martin Dubois ou Dubois tout court, comme sa mère. Là aussi, c'est une coutume. Elle remonte au Moyen-Âge. Je vous avoue qu'à chaque fois qu'on me pose la question, je tremble un peu à l'idée de me tromper et que j'ai fait X vérifications tellement la chose peut paraître énorme. Et pourtant c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a aucun texte. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas un texte dans le Code civil qui dit l'enfant légitime, parce que vous parlez là de l'enfant légitime bien sûr, l'enfant légitime portera le nom de son père. Cette avocate propose donc que l'enfant, légitime ou naturel, porte le nom de ses deux parents. À la génération suivante, chaque parent ne transmettrait qu'un seul de ces deux noms, cela pour éviter les noms à rallonge. Un système similaire existe en Espagne et au Portugal. En Allemagne fédérale, c'est au moment du mariage que l'on choisit un nom pour ses enfants. Au choix, celui de l'homme ou de la femme ou les deux. Alors, le nom à la carte, 45% des Français sont pour. Dernier allié en date, la psychanalyse. Un rapport récent conclut qu'il n'y a aucun danger quant à l'identification au père. Rassurant, non? Le dollar a fait une chute spectaculaire aujourd'hui sur toutes les places financières, due en partie à l'intervention importante des banques centrales. Henri Leray nous avait annoncé ce mouvement hier soir. Il a été plus vaste qu'on l'imaginait, puisque le billet vert a perdu 44 centimes à Paris. Il est maintenant à 10 francs 17. Cette chute du dollar a du reste entraîné une certaine baisse des valeurs à Paris, moins 0,7%. Les boursiers n'aiment pas les remous monétaires. Pour expliquer cette baisse du dollar, Henri Leray a invité ce soir un homme de terrain, Alain Brion, qui est le responsable financier du groupe Total. Monsieur Brion, bonsoir. J'ajoute que vous êtes le plus gros intervenant industriel sur le marché d'échange. Alors vous êtes peut-être dans le secret des dieux. Je vous demandais pourquoi, qu'est-ce qui se passe sur les marchés d'échange avec les dollars? Le groupe Total est effectivement un gros intervenant. En 1984, l'ensemble des transactions que nous avons faites sur le marché d'échange a représenté près de 30 milliards de dollars. Alors je crois que les dirigeants américains ont successivement soufflé le chaud et le froid sur le marché d'échange. Le président Reagan, il y a quelques jours seulement d'ailleurs, a indiqué que l'économie américaine était en pleine santé et s'adressant aux pays européens, leur a dit « fabriquez donc de la croissance comme chez nous et vous aurez des monnaies fortes ». Alors, le marché d'échange s'est enflammé et le dollar a monté jusqu'à 10 francs 60 et même plus, puis hier matin. Là-dessus, le responsable de la politique monétaire américaine, M. Volcker, a voulu calmer un peu le jeu et a attiré l'attention sur l'importance de la dette américaine, du déficit budgétaire, et aussitôt le soufflet est retombé, et avec la rapidité et l'importance que l'on sait. Alors vous, qui êtes industriel, comment est-ce que vous faites pour vous préserver de ces évaluations à la hausse ou à la baisse du dollar? Oui, nous sommes des industriels, c'est-à-dire que nous ne spéculons pas sur l'échange. Nous achetons notre pétrole en dollars, nous revendons nos produits pétroliers dans différentes devises, sur le marché français, sur le marché allemand, italien, anglais, etc. Par conséquent, nous achetons tous les jours des dollars, nous vendons tous les jours. Alors vous gagnez de temps en temps, vous perdez de temps en temps? Eh bien, notre problème, c'est d'essayer de faire de bonnes moyennes sur l'ensemble de l'année. Voilà, et le dollar, vous le voyez à combien? Ah, la boule de cristal. Vous savez, il y a beaucoup d'experts se sont trompés depuis 3 ans et j'ai pas envie ce soir de rejoindre la cohorte des faux prophètes. Merci, monsieur Voyant.
Le temps pour demain, encore du brouillard le matin sur la plus grande partie du pays. Il sera lent à se dissiper. L'après-midi, une bande de pluie atteindra les côtes atlantiques. Ailleurs, un temps plutôt doux mais nuageux avec de rares apparitions du soleil. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h05. Bonne fin de soirée sur la 3. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Apostrophe et invective entre la France et Israël à propos des conditions du repli israélien au sud-Liban. Le dollar en baisse brutale sur toutes les places financières et en particulier à Paris. Bon résultat pour les prix français en janvier, 0,5% de hausse.